Vale, pues buenos días a todos, bonjour. Vamos a comenzar con esta conferencia inaugural, dar las gracias al Museo Nacional Picasso de París por su grata acogida y simpatía para formar parte o para estar aquí presentes, aunque sea de forma telemática, con nosotros en estas séptimas jornadas. Tampoco quiero alargarme en la presentación. Vamos a presentar a las intervinientes, a Charlotte Quiblier, que es la responsable de documentación de la biblioteca y de informática documental, y va a estar acompañada por Audrey Massery, que es la encargada de la biblioteca. Vamos a disculpar porque no ha podido acompañarnos en el día de hoy a Cécile Godefroy, por asuntos particulares. Ella es la jefa del proyecto del Centro de Estudio Picasso, que también va a ser presentado en esta conferencia inaugural. La conferencia lleva por título La biblioteca y la documentación del Museo Picasso de París, presentación de las colecciones y creación del Centro de Estudios Picasso. Así que, sin más, adelantándonos al calendario, cedo la palabra al Museo Nacional Picasso de París. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à ces journées. Je vais partager ma présentation. Alors, la collection du musée Picasso Paris a été créée grâce à deux dations, successivement consenties à l'État par les héritiers de Pablo Picasso en 1979, puis par ceux de Jacqueline Picasso en 1990. Donc la dation, c'est un dispositif fiscal qui permet de s'acquitter des droits de succession en donnant à l'État des œuvres d'art d'un montant équivalent. Et la dation consentie à l'État par les héritiers de Picasso en 1979 constitue le premier enrichissement des collections nationales par ce moyen et a permis de créer donc ex nihilo un grand musée monographique dédié à la vie et à l'œuvre de Picasso. Le musée ouvre en 1985 dans l'hôtel Salé, un hôtel particulier parisien situé dans le quartier du Marais. Ces deux dations ont été complétées par des donations et des acquisitions onéreuses par la suite. Ainsi, les archives accumulées par Picasso ont été données à l'État par l'ensemble des héritiers en 1992 et affectées au musée Picasso qui est chargé de leur conservation et de leur mise en valeur. Ces archives comprennent un fonds photographique de plus de 17 000 documents, des photographies réalisées par Picasso, mais aussi par des photographes importants du XXe siècle, et le fonds des documents papier, plus de 200 000 pièces, qui comportent plusieurs documents issus des demeures de Picasso. Ça peut être ses écrits, ses papiers personnels, mais aussi ses comptes, une partie de sa bibliothèque personnelle, donc des livres, des catalogues d'expos, et également de la correspondance, des cartons d'invitation, voilà, parfois même des objets. En 1981, dans le cadre de la préfiguration du musée Picasso, le service archives, bibliothèques et documentation est ouvert. Il réunit en une même responsabilité. Les missions principales sont la gestion du fonds d'archives, écrites et photographiques, la gestion de la bibliothèque de recherche qui sera consacrée à l'œuvre de Picasso et plus généralement à l'art du XXe siècle, et la documentation qui traite du musée, des œuvres de Picasso conservées au musée et aussi extérieures au musée. Les premiers dossiers documentaires datent donc de 1981. Donc voici une présentation de la documentation. La vocation première de cette documentation est de centraliser et conserver les informations sur les œuvres et la vie de Picasso pour les mettre à disposition des chercheurs, aussi bien en interne au musée, donc à la disposition des conservateurs et aussi des services de médiation, de communication, qu'aux chercheurs externes. Donc on accueille des professionnels de musée, des galeristes, professionnels de salles des ventes et aussi des universitaires.
Cette documentation, elle est constituée de différents fonds. On a d'abord les dossiers d'œuvres. Chaque œuvre inscrite à l'inventaire du musée possède un dossier d'œuvre qui réunit des informations sur son acquisition, sa couverture photographique, son état sanitaire, les publications dont elle a fait l'objet, des comparaisons, etc. On a environ 5000 dossiers. Ils sont classés par numéro d'inventaire et par technique dans des tiroirs, comme sur l'image au milieu. Ensuite, on a également une documentation générale. Ces dossiers documentent les œuvres de Picasso qui ne sont pas conservées au musée. Ce peut être des informations qui proviennent de catalogues de vente ou de catalogues d'exposition, voilà, ou encore de la presse. Il peut s'agir, d'originaux découpés, de photocopies, tout un tas de supports documentaires et parfois on peut trouver des annotations manuscrites sur la source, la date de la vente et parfois même le prix, d'adjudication. Ils sont classés par ordre chronologique de date de création des œuvres, puis par technique et à l'intérieur, on retrouve des sous-dossiers par thème, donc comme vous voyez sur l'image à gauche. Ensuite, on a une documentation thématique, environ 400 boîtes, soit 4000 dossiers, qui sont classés par thème, donc concernant la vie privée de Picasso, sa famille, ses ateliers, sa vie publique, mais aussi sur, certaines de ses œuvres, par exemple un ensemble de boîtes sur les ballets russes, et aussi, des boîtes sur le thème du musée, l'hôtel Salé, son activité scientifique et culturelle. On a également au musée un fonds audiovisuel, heu, donc 400 enregistrements, dont 4 films de Robert Picot qui sont inscrits à l'inventaire du musée, donc considérés, comme des œuvres et un ensemble de, reproductions de films, des copies d'émissions documentaires, des archives audiovisuelles, des documents sonores et des vidéos produites par le musée dans le cadre de ses activités. Et enfin, un fonds d'affiches d'exposition. Des affiches anciennes, on a 211 affiches d'exposition du vivant, de l'artiste et des affiches plus récentes, environ 600 affiches entre 1974 et 2023. Ici, on vous présente, un ensemble, intéressant autour de l'affiche de l'exposition Ballets russes de Diaghilev, qui a eu lieu au Musée des arts décoratifs en 1939. Vous avez l'affiche de l'exposition qui est inscrite au registre d'inventaire sous le numéro, MP 1992-20 et à droite, un tirage de l'illustration seule, prestidigitateur chinois, pardon, et au milieu, une des versions de l'affiche de l'exposition marouflée sur toile et sur laquelle l'illustration tirée sur une feuille à part a été collée. Ces 2 pièces sont donc issues du fonds documentaire, avec un numéro d'inventaire qui commence par 012. Et elles constituent donc un triptyque intéressant sur ce thème et sur, le processus créatif d'un Picasso affichiste. On vous présente ici un deuxième ensemble sur le thème, de la colombe, où cette fois, les affiches, donc dessin plus texte, sont de la main de l'artiste. Donc des affiches intégralement conçues par Picasso, qui permettent aussi d'étudier son travail en tant qu'affichiste et plus seulement en tant qu'illustrateur. Là, ici, 2 autres vues sur le même thème. Maintenant la bibliothèque. Donc la bibliothèque, de recherche donc, conserve, 13 000 livres, soit 9 500 références bibliographiques. Nous avons, des monographies, des périodiques, des catalogues d'exposition en grande partie, aussi des catalogues de collection, des catalogues raisonnés bien sûr, des catalogues de vente, des mémoires, des thèses, une bibliothèque professionnelle, et une réserve de livres rares et précieux. Une grande partie des acquisitions, se fait grâce aux justificatifs, suite à des prêts pour des expositions, et nous travaillons aussi également avec des institutions, pour des échanges, entre bibliothèques, grâce à un stock d'ouvrages dédiés. Mais nous disposons aussi d'un budget, dédié aux acquisitions, soit de livres anciens, soit courants, hem, que nous réalisons,
à la demande de nos utilisateurs, soit en interne grâce à un fichier partagé où ils nous font des propositions, soit grâce à une veille sur les nouvelles acquisitions. Et depuis cette année et dans la perspective d'un enrichissement de nos fonds en vue de l'ouverture du centre d'études Picasso, nous avons alloué une partie de notre budget à la conservation-restauration de nos ouvrages de référence et à l'acquisition de livres rares et précieux, principalement des éditions originales. L'orientation de ces acquisitions, elle se fait en fonction des collections du musée, l'objectif étant d'être une bibliothèque de référence sur Picasso. Cela concerne également les artistes de la collection personnelle de Picasso, conservée au musée, le cercle d'amis et de relations de Picasso. Et puis, nous nous intéressons plus globalement aussi, dans nos acquisitions, à l'art du début du XXe siècle et aux courants de pensée, aux mouvements artistiques et politiques, et à toutes les expositions et événements qui ont pu avoir, de près ou de loin, un lien avec la production de l'artiste. Dans les propositions d'acquisition, nous incitons aussi les conservateurs ou chargés de recherche à nous faire parvenir leurs souhaits de bibliographie avec, pour des ouvrages qui seraient nécessaires à la recherche ou comme matériel d'exposition sur des projets en préparation. Ainsi, chaque exposition est l'occasion d'enrichir une thématique et le fond de la bibliothèque par l'acquisition de pièces exceptionnelles. Ici, on vous a mis deux exemples. À gauche, donc, c'est le livre le plus ancien conservé par la bibliothèque, qui a justement été acquis pour les besoins d'une exposition. Donc c'est un livre publié en 1837, un roman graphique satirique, véritable ancêtre de la bande dessinée, intitulé «L'histoire de Monsieur Crépin» et écrit par Topfer, et il a été acheté à l'occasion de l'exposition «Picasso et la bande dessinée», pour être présenté parmi les œuvres dans le parcours d'exposition, comme illustration des sources d'inspiration de Picasso. Plus récemment, nous avons acquis pour les besoins de l'exposition Gertrude Stein de Picasso au musée du Luxembourg une très belle publication intitulée Portrait of Mabel Dodge at the Villa Curonia. C'est un des premiers écrits de Gertrude Stein, publié en 1912 et présenté comme une œuvre à part entière, une œuvre écrite. Elle fait ici un portrait expérimental de son amie Mabel Dodge. Cette publication a été tirée à 300 exemplaires. C'est un fascicule très fin, une couverture de papier qui est peinte à la main de motifs de fleurs, et à notre connaissance, il n'y a pas d'autres exemplaires conservés en Europe. 6 exemplaires sont conservés dans des bibliothèques d'universités aux États-Unis. Donc cela fait vraiment de cette acquisition une pièce particulièrement rare et d'exception pour notre fonds. Voilà, cette bibliothèque de recherche donc que je viens de vous présenter est un fonds documentaire constitué de livres acquis par le musée a posteriori de son ouverture et dont le but est de constituer un outil de consultation et d'aide à la recherche sur Picasso. Elle est à différencier, de la bibliothèque personnelle de Picasso, qui constitue un fonds des archives du musée acquis par la Dation en 1979 et dont l'ensemble de livres et de périodiques ont tous été en possession de Picasso puisque récupérés dans ses résidences après sa mort. La bibliothèque personnelle de Picasso a fait l'objet de recherches ces dernières années, mais son inventaire et sa description dans un outil numérique ne sont pas finalisés. Elle sera cependant conservée au Centre d'études Picasso pour faciliter les travaux futurs sur ce fonds. Une particularité autre qui trouve son origine dans l'historique de la bibliothèque de recherche, c'est un fonds de livres illustrés, d'estampes originales de Picasso. Ce fonds, il a été constitué au fil des années à partir de ceux acquis par la Dation en 1979 et qui avaient été intégrés au catalogue de la bibliothèque de recherche, puis par des acquisitions et des dons. Aujourd'hui, ceux-ci sont entrés dans l'inventaire des collections du musée et sont conservés comme des œuvres et gérés en tant que collection d'art graphique. On en conserve actuellement une centaine d'exemplaires, donc de ces livres tous illustrés de la main de l'artiste. Ici, je vous ai mis un exemple d'un des livres acquis par la Dation, donc qui a appartenu à Picasso. Il est, heu, il a comme numéro d'inventaire MP 3552 et c'est le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Donc sont reproduits sur 16 pages des dessins issus d'un carnet de 1924 et au fil des pages, 12 eaux-fortes de Picasso gravées entre 1927 et 1928.
Et une dernière estampe à la fin de 1931, mais que je n'ai pas pu vous mettre ici, qui s'intitule «La table des eaux-fortes» et qui donne une vision d'ensemble du livre. Donc le thème principal ici est celui de l'artiste et de son modèle, un thème qui parcourt également l'œuvre de Picasso. Et en pendant, un deuxième exemple qui est le dernier livre illustré par Picasso acquis par le musée en 2019. C'est le livre Afat de Iliade, heu, qui comporte, 6 gravures, 2 aquatintes au sucre et 4 gravures au burin et à l'eau forte. Nous avons au musée l'exemplaire numéro 10 sur 62. Et voilà, j'ai fini ma présentation donc des ressources documentaires, du musée et je vais passer la parole à Charlotte sur, le projet de centre d'études, Picasso. Bonjour, je suis bien présente, mais je ne peux pas lancer la vidéo, heu, qui a été coupée au niveau Je global partage, a priori. je repartage du mmh, je repartage, la présentation pour Charlotte. Voilà. Donc depuis la fermeture du musée Picasso pour travaux en 2009, et le déménagement des collections et des ressources documentaires, hors du musée, les fonds présentés, par Audrey précédemment ne sont plus que partiellement accessibles au public. En effet, seule une petite partie des fonds est localisée dans nos bureaux à Paris et nous n'avons pas de salle dédiée à l'accueil des lecteurs. Donc dans ce contexte, le musée a pour projet depuis plusieurs années déjà de créer, un centre d'études de référence. Donc c'est un projet ambitieux qui est présent dans le projet scientifique et culturel du musée depuis 2015. Et donc ce projet, c'est le Centre d'études Picasso, dit, CEP. Et donc c'est vraiment un enjeu stratégique du musée Picasso, de Paris, à l'horizon 2023, qui est donc, comme vous le savez, l'année de célébration des 50 ans de la disparition de l'artiste. Donc il y avait vraiment une, très forte volonté, de la part de la direction du musée de lier ce projet de centre d'études, à cette célébration, voilà, par l'ouverture en fait du centre, en cette année anniversaire. Donc c'est un des grands projets, un des projets, transversaux de l'établissement qui occupe donc l'ensemble des directions du musée. Il a pour ambition d'être le moteur de la recherche sur Picasso et sur son œuvre. Donc il veut être à la fois un centre de ressources et un centre de recherche et donc de proposer un accès facilité aux ressources du musée, ce qui est vraiment pas le cas actuellement. Donc le centre, d'études sera implanté, au sein du quadrilatère des Archives nationales, donc au cœur de Paris, dans les anciennes écuries de l'hôtel de Rohan, qui est à 2 pas de l'hôtel Salier, qui accueille donc le musée, comme vous l'a dit, ma collègue. Le CEP accueillera une salle de lecture, qui sera ouverte à la fois aux équipes en interne, donc conservateurs, communication, médiation, et aussi aux chercheurs extérieurs. Donc, outre cette salle de lecture, on aura une salle de réserve, des bureaux et une salle de réunion. Et enfin, ce centre d'études bénéficiera d'un portail documentaire dédié à l'ensemble de ses collections. Donc, le CEP a vraiment vocation à constituer un cadre privilégié d'échanges scientifiques au sein de la communauté des chercheurs. Il aura non seulement vocation à accueillir les chercheurs venus du monde entier, donc pour faire des recherches sur place, mais aussi à accompagner et à soutenir la recherche, sur Picasso. Donc la recherche qui est menée au sein du musée, sera valorisée par le centre d'études, notamment à travers son portail documentaire, que je vous présenterai plus loin, un peu plus en détail. Et la recherche sera aussi nourrie par des collaborations avec les chercheurs internationaux. Et donc, il y a un certain nombre de partenariats qui sont à l'étude avec des institutions muséales et universitaires renommées, notamment l'Institut national de l'histoire de l'art, qui est à Paris, l'UNESCO,
le Leonard Lauder Center, qui dépend du Metropolitan Museum à New York, la FABA, donc la Fondation Almine Bernard Ruiz Picasso para el Arte, la Casa de Velázquez et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc par le biais de ces partenariats, le CEP pourra proposer des bourses de recherche et accueillir des fellows internationaux à compter de la rentrée 2024, sachant que là, depuis la rentrée universitaire 2023, nous accueillons une première chercheuse en résidence au musée qui travaille sur un projet lié aux correspondances de Picasso et qui s'appelle Picasso en toutes lettres. Donc en amont de l'inauguration du CEP, plusieurs chantiers d'envergure ont été lancés dès l'année 2021. L'aménagement du bâtiment, donc qui est actuellement en travaux, la conception et la réalisation d'un portail documentaire, ainsi que la numérisation des fonds d'archives. Donc je vais vous parler un petit peu de ce chantier de numérisation. Donc dans un objectif de mise en ligne et d'accessibilité de l'ensemble des collections pour le public à compter de la fin de l'année 2023, donc qui est la date de lancement prévue du portail. Le musée a initié une grande opération de numérisation pour la sauvegarde de ses fonds. Donc cette opération se déroule en plusieurs étapes, plusieurs phases, parce que c'est un gros projet, hein. Donc pour l'année 2023, le musée a choisi de prioriser la numérisation du fonds des photographies, dont seulement 7 sont aujourd'hui connus, ont déjà été publiés ou reproduits. Voilà, et donc c'est un fonds qui sera particulièrement mis en valeur par le portail documentaire. Donc suite à un appel d'offres, il y a 2 prestataires qui ont été sélectionnés, un pour la numérisation proprement dite et un second pour le contrôle qualité des fichiers numériques qui sont produits. Et donc concrètement, une cellule spécifique a été allouée pour ce chantier dans les réserves du musée et donc aménagée en conséquence pour accueillir toute la chaîne de numérisation dans une salle spécifique dans nos réserves. Il y a 2 petites photos sur la slide suivante qui montrent cette pièce spécifique dédiée à la numérisation. Donc le chantier a débuté en avril 2023 et il va se terminer très bientôt, là en décembre, pour cette première phase de numérisation du fonds des photographies. Dans un second temps, les années 2024 et 2025 seront consacrées à la numérisation des archives écrites qui sont donc constituées de plus de 200 000 pièces. Et ce chantier est actuellement en cours de préparation par les 2 archivistes du musée, qui préparent les fonds en vue de ce chantier de numérisation. Donc l'idée de ce centre d'études, c'est notamment de fournir un accès facilité aux ressources. Donc actuellement, nous accueillons des chercheurs, donc professionnels de musée, galeristes, professionnels de salles de vente, universitaires, étudiants, mais de manière vraiment très ponctuelle, en fonction de leur sujet de recherche et vraiment sur rendez-vous. Sachant qu'il n'y a pas de jour et d'horaire définis pour l'accueil des chercheurs, ça va vraiment dépendre de la disponibilité du service, donc Audrey et moi-même, et aussi de la salle de consultation qui est en fait la salle de réunion. Donc la salle de consultation que vous avez vue sur les photos présentées par Audrey, c'est en fait la salle de réunion du musée. Donc quand la salle est occupée, on ne peut pas accueillir de chercheurs pour consulter les fonds de la bibliothèque ou de la documentation. Donc avec l'ouverture du centre d'études, dont l'ouverture physique est prévue dans le courant de l'année 2024, les conditions d'accueil seront plus satisfaisantes. Le centre d'études va déjà permettre de réunir en un seul lieu l'ensemble des ressources documentaires du musée. Donc ça paraît assez basique, mais pour nous, c'est très important au musée parce que pour la première fois depuis 15 ans, on aura l'ensemble de la documentation et de la bibliothèque sur place, à côté de nos bureaux et de l'endroit où travaillent les équipes du musée.
Donc ce sera un gros progrès et toutes ces ressources seront accessibles aux équipes en interne et aux chercheurs extérieurs grâce à l'aménagement d'une salle de consultation vraiment dédiée. Voilà, on aura une salle de réunion distincte et une vraie salle de consultation, dont vous pouvez voir, des images, d'architectes, hein. Pour l'instant, c'est encore, l'aménagement intérieur est en cours de voilà, en cours de définition. Donc une partie de la bibliothèque sera en accès libre dans la salle de lecture et le reste de la bibliothèque ainsi que pardon, les dossiers documentaires, seront conservés dans la réserve attenante, à la salle de consultation et donc seront consultables sur demande. Les œuvres de la collection, les archives et les photographies seront, elles, consultables sur des postes informatiques, dédiés présents dans la salle. La salle aura une capacité d'accueil de 10 personnes et les consultations se feront sur rendez-vous, mais là, on aura des jours d'ouverture, bien définis, officiels et affichés, voilà, pour accueillir, dans de bonnes conditions, les chercheurs, qui souhaitent, consulter nos ressources. Donc le second axe, principal de ce projet, c'est donc le portail documentaire, puisque l'ouverture physique du centre d'études, qui est donc prévue pour, 2024, sera précédée par le lancement de son volet numérique. Donc le portail documentaire, constituera le point d'accès à l'ensemble des collections du musée. Donc seront publiées sur ce portail les œuvres, les archives, les photographies, la documentation, la bibliothèque et à côté de toutes ces ressources, seront également publiés des contenus éditoriaux, inédits. Donc dans un premier temps, on trouvera sur ce portail l'ensemble des inventaires, des fonds d'archives et de la documentation, les œuvres et les ressources bibliographiques. Donc ce portail sera vraiment la vitrine du centre d'études et c'est par son biais que le public de chercheurs pourra consulter, au fil des opérations de numérisation et de libération des droits, dont les travaux sont actuellement en cours, les images et descriptions des archives de l'artiste qui sont restées, jusqu'à ce jour majoritairement inédites. Donc, au fil de la progression de ce chantier de numérisation que je vous ai rapidement présenté, c'est sur ce portail que seront mis en ligne, les les numérisations, pour être consultables, à distance, quand les contrats de droit nous le permettront et sinon, quand on n'aura pas les droits de diffusion, ce sera consultable sur des postes informatiques dédiés, dans le cadre de la salle de consultation. Donc actuellement, sur le site institutionnel, on a une partie de la collection du musée qui est visible. Sur le site des Archives nationales, on a un inventaire sommaire, des archives qui est téléchargeable au format PDF et le catalogue de la bibliothèque est disponible via le portail du réseau des bibliothèques nationaux des musées nationaux. L'inventaire de la documentation, lui, n'est pas du tout disponible. Donc l'ensemble de ces ressources, les œuvres, la documentation, les archives et la bibliothèque, elles sont gérées en interne au musée sur 3 bases de données différentes, donc 3 logiciels différents, qui ont chacun leur propre langage et leurs propres normes de description. Donc actuellement, seule une partie des informations sont publiées et surtout, elles sont publiées sur des outils distincts. Donc on ne peut pas faire de recherche, dans l'ensemble de ces fonds en une seule fois, de recherche transversale. Donc l'intérêt premier de ce portail sera vraiment d'offrir un point d'accès unique à ces différents types de ressources et de permettre une recherche transversale sur les données issues des différents fonds. Donc pour une recherche donnée, des ressources de types différents remonteront dans la liste des résultats. Et si le chercheur souhaite consulter des documents à l'issue de ses recherches en ligne, il pourra créer un panier, à partir de ses recherches et transmettre, aux équipes en interne, sa demande, de consultation sur place. Donc outre l'accès aux collections,
Le portail offrira un ensemble de contenus scientifiques, donc des études et des essais, des captations de conférences, des actes de colloques, des parcours thématiques qui seront régulièrement renouvelés, notamment en fonction de l'actualité des expositions, des notices rédigées sur les œuvres, et aussi une revue semestrielle dont la ligne éditoriale et le sommaire des premiers numéros seront annoncés en décembre 2023, donc très bientôt. En effet, pour conclure l'année de célébration Picasso et donner un rayonnement international à ce grand programme, le musée organise un symposium à la Maison de l'UNESCO les 7 et 8 décembre. Donc quelques semaines seulement après l'ouverture des dernières expositions de la manifestation de la célébration. Donc le symposium réunira l'ensemble des partenaires de la célébration et sera l'occasion de débattre des sujets qui ont été traités dans la cinquantaine d'expositions qui ont animé cette année de célébration. L'événement permettra enfin de faire un état de la recherche et de la compréhension de l'œuvre de Picasso aujourd'hui et de présenter le centre d'études et son portail. Donc ce sera vraiment le lancement officiel du portail du centre d'études Picasso avec une mise en ligne qui se fera dans les jours ou semaines suivantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour des questions. Muchísimas gracias, Charlotte, y también Audrey por la exposición que hemos estado compartiendo, que habéis estado compartiendo con todos nosotros. Felicitaciones por el Centro de Estudios Picasso, que en breve veremos todos la luz, si no físicamente, sí a través del portal, pero esperemos que físicamente, que podamos ir a disfrutarlo. Envidia tenemos todos, envidia de la sana, y porque es una experiencia más para poder aprender y para poder disfrutar. Yo, invito antes a todas las personas que están, tanto online como en la sala, si quiere hacer alguna pregunta a las representantes de la biblioteca y de documentación del Museo Picasso de París. Si tenéis alguna pregunta. ¿Ahí tienes? Ah, vale, no. Bueno, ¿se me oye? No. Ahora, bien. Mientras alguno de vosotros en la sala o online se anima a hacer una pregunta, a mí sí que me surge una pregunta. Yo soy Carmen de Santiago, de la subdirección. Nos hemos conocido el otro día en las pruebas. Charlotte y Audrey, muchas gracias por vuestra interesantísima presentación y proyecto. Mi pregunta va orientada hacia la parte final, un poquito más sobre la parte de documentación. Ese portal de consulta única lleva detrás seguro, todos lo sabemos, muchísimo trabajo documental, de formato de datos, de estándares, etcétera, etcétera. De bases de datos separadas que de pronto hay que unir, autoridades que hay que revisar. ¿Podéis contarnos un poquito más de eso? Por favor. Oui. Alors effectivement, c'est un énorme travail qui est un travail au long cours. Donc on a... c'est un travail qui est... Alors le travail sur les bases de données a commencé bien avant. Donc j'ai parlé du lancement de chantier en 2021. Mais le travail sur les bases de données, notamment en vue de cette publication commune, a commencé bien avant cela. Donc on a 3 bases de données distinctes, donc celle qui gère les œuvres, une base de données qui gère les archives et la documentation, et une base de données pour la bibliothèque. Donc quand on a commencé ce travail sur les bases de données, la bibliothèque était intégrée dans le logiciel de gestion des archives et de la documentation. Donc on n'avait que 2 logiciels différents,
Mais en fait, c'est un logiciel qui s'appelle l'IGO Archive et qui est vraiment un logiciel spécialisé dans la gestion des archives. Et donc, c'est un logiciel qui respecte la norme EAD, donc qui est la norme de description des archives, et non le format Unimark, qui est la norme de description des bibliothèques. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous posait problème pour la publication des données de la bibliothèque. Tant qu'on était dans une gestion interne de la bibliothèque, bon, ça nous permettait d'avoir quand même un catalogue avec l'ensemble des ressources bibliographiques disponibles. Voilà, on s'en accommodait. Mais le jour où c'est vraiment poser cette question de la publication des données de la bibliothèque avec donc ma collègue Audrey qui est vraiment chargée de la bibliothèque, on s'est dit que c'était pas possible de rester sur ce format-là et que si on voulait que la bibliothèque du musée Picasso gagne en visibilité et puisse publier ses données, avoir des données interopérables avec d'autres catalogues de bibliothèques, il fallait qu'on ait un vrai logiciel de gestion de bibliothèque. Et donc, à cette occasion-là, nous avons décidé d'intégrer le réseau des bibliothèques des musées nationaux. Donc, c'est un réseau qui rassemble les bibliothèques des musées nationaux français et qui a son propre portail. Voilà, donc c'est à cette occasion, il y a 2 ans, que pour la première fois, les données bibliographiques de la bibliothèque du musée ont été publiées. Voilà, donc ça a été un premier gros travail sur la bibliothèque avec donc une première migration des données donc, dans ce logiciel spécialement dédié à la bibliothèque. Et ensuite, là vraiment dans la phase opérationnelle de réalisation du portail, effectivement, on a été confronté à la question de l'alignement des données, en fait, pour récupérer ces données différentes avec des formats différents et mettre tout ça ensemble dans un portail et que les recherches donnent des résultats pertinents. Voilà. Donc, c'est un très gros travail et qui est toujours en cours. Et donc, on espère que le portail sera bien lancé au mois de décembre. Mais le travail sur les données va se poursuivre par la suite pour améliorer tout ça parce que voilà, je crois qu'on n'a jamais fini de nettoyer les données, harmoniser les saisies pour que tout remonte correctement, indexer les contenus de manière thématique, etc. Je ne sais pas Audrey si tu veux rajouter quelque chose. Non, je pense que tu as fait le tour. On peut dire qu'on travaille avec une AMO pour nous aider sur ce chantier-là et que c'est un travail d'équipe avec les équipes de développement du portail. Également. Oui, effectivement. Donc l'AMO, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est une personne extérieure aux équipes du musée qui est prestataire pour le musée et effectivement nous aide sur ce chantier et la réalisation du portail. Et peut-être quelque chose que je voulais rajouter, un des gros sujets au niveau de l'alignement des données, ça a été le problème des auteurs. Puisque entre la base des œuvres, la base des archives et la base de la bibliothèque, on a un certain nombre d'auteurs qui sont communs en fait à ces 3 bases. Et donc la question c'était comment faire pour réussir à bien aligner ces données, à rassembler en fait tout sous un même auteur. Voilà, donc ça a été un très très gros travail qui nous occupe encore une grande partie de nos journées voilà, ces dernières semaines. Je me permets de répondre. J'ai vu 2 questions dans le chat. Donc, si je comprends à peu près les relations entre les bibliothèques des musées Picasso en Espagne et en France. Donc, on a un partenariat d'échange de publication des musées. Voilà, avec nos collègues, on s'envoie les publications du musée et voilà, c'est
la seule relation qu'on peut avoir avec, entre musées Picasso. Et ce qui permet d'enrichir nos fonds sans avoir à acheter les livres, bien sûr. Perfecto, muchas gracias. A mí solo me había, muchas gracias. A mí solo me había llegado noticia de esta pregunta que has contestado otra vez, pero no sé si hay otra más. Bueno, sí, ¿no? Ah, sí, perdón, hay una pregunta en la sala. Hola, encantada. Enhorabuena porque el proyecto es súper interesante y además entiendo bien de lo que habláis porque, bueno, por la tarde presentaré yo un proyecto bastante similar al vuestro donde se fusionan diferentes bases de datos. Pero yo quería haceros ahora una pregunta sobre los derechos de autor. Entiendo que si vais a poner todos los materiales en línea, pues vais a tener que negociar con las entidades de gestión y tal. Y mi pregunta, como eso es un tema muy denso, muy extenso y muy grande, solo va a ser una pequeña en torno a los materiales de biblioteca. Si vais a poder difundirlos en abierto, todo lo que es la digitalización de los libros, digamos, por así decirlo, o simplemente van a ser las cubiertas, o como un poco, sin extendernos mucho porque sé que es un tema denso, que nos contéis un poco sobre los derechos de autor, cómo lo habéis gestionado. Gracias. Oui, Audrey, tu veux répondre? Non? D'accord. Alors, pour la gestion des droits d'auteur, donc effectivement, c'est un sujet très important dans le cadre de la diffusion du portail, sur le portail. Pour la bibliothèque, on n'a pas de numérisation des livres, donc c'est vraiment uniquement les informations bibliographiques des ouvrages, ce qui ne pose pas de problème de droit d'auteur. Et quand les couvertures des ouvrages sont reproduites, nous avons fait le choix de les mettre dans un format vignette, donc vraiment une toute petite image, pour justement qu'on n'ait pas de problème de droit d'auteur, pas besoin d'autorisation de reproduction. Je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, mais en France, on considère que si l'image est à la taille vignette, voilà, c'est une exception au droit d'auteur, on n'a pas besoin d'avoir d'autorisation de reproduction. Voilà, on a vu notamment avec d'autres bibliothèques de musées qui diffusaient les couvertures des ouvrages, et voilà, c'est vraiment cette position-là qui est prise par les musées. Et pour tout le reste, donc notamment pour les photographies, donc qui sont en cours de numérisation et ont vocation à être publiées sur le portail, il y a une très grosse recherche de droits d'auteur qui a été lancée, qui est en cours, et donc le musée a fait appel en fait à des recherchistes, donc des personnes spécialisées en fait dans la recherche d'ayants droit, pour identifier les droits liés aux photos et négocier des contrats pour avoir les autorisations de reproduction et diffusion des photos. Voilà, donc ces deux recherchistes travaillent en lien avec le service juridique du musée, et voilà, c'est un travail au long cours aussi, donc voilà, les visuels apparaîtront au fil des mois sur le portail, en fonction des autorisations qui seront obtenues. Voilà. Sí, gracias sobre todo por la exposición tan clara. Y ahora tenía dos preguntas. Por una parte, ¿está todo el archivo tan ingente que tenéis clasificado, ordenado? Y por otra, o todavía queda parte por registrar. Y por otra parte,
cómo habéis hecho para la conservación. Es decir, hay soportes muy diferentes, desde papel de periódico, que ya sabemos que es muy frágil y que se deteriora fácilmente, con otros documentos y con otros soportes, pues no sé, las fotografías supongo que irán por otra parte, pero bueno, carteles, etcétera, cuando todas forman parte del mismo contenido, ¿cómo hacéis para la preservación? Gracias. Alors effectivement, en fonction des... D'accord. Donc en fonction des statuts des différentes collections, déjà, le lieu de conservation n'est pas le même. Donc, ce qui est vraiment documentation, c'est conservé. Donc, ce sera conservé dans le centre d'études Picasso, dans les magasins, avec la bibliothèque. Par contre, les archives et les photographies, elles, seront toujours conservées en réserve. Donc, dans les réserves externalisées du musée. Avec un climat et une hygrométrie contrôlée, enfin voilà, vraiment des conditions de conservation optimales et adaptées à ces documents. Les photographies ont été retirées des archives écrites, donc elles sont conservées à part. Voilà, donc justement notamment pour des raisons de conservation. Et les journaux, alors c'est les archivistes qui s'occupent de ces fonds-là, et je ne sais pas exactement si ça a été, si c'est traité à part ou si c'est mélangé avec le reste des archives écrites. Je suis désolée, je ne pourrais pas vous répondre. Voilà. Et pour le niveau d'inventaire, l'ensemble du fonds est inventorié. Après, c'est le niveau la granularité, le niveau de finesse d'inventaire qui n'est pas le même en fonction des différentes séries des archives. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir, par exemple, une description à la pièce pour tout ce qui est la correspondance de Picasso, alors que pour d'autres séries qui sont moins consultées, le niveau de description reste au dossier. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, voy a sumarme ahora un momento, y era una pregunta en relación a la figura jurídica, si la figura jurídica y la forma de gestión económica de este nuevo centro de estudios Picasso, si mantiene un poco la misma fórmula, la misma situación jurídica que el Museo Picasso, o dentro del nombre también implica un poco otra forma de gestión. Le centre d'études sera vraiment intégré au musée Picasso. Donc, ce sera un département. Donc, le musée est divisé en directions, et notamment la direction des collections et de la médiation, qui accueille pour l'instant 2 départements, les collections et la médiation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est encore en cours de définition, mais a priori, le centre d'études Picasso sera un département qui sera rattaché à la direction des collections et de la médiation. Donc, le centre d'études fait vraiment partie du musée. Il aura un site internet distinct qui diffusera notamment le portail, mais voilà, c'est vraiment partie intégrante du musée, et il dépend du musée, qui est d'un point de vue juridique un établissement public administratif. Voilà. 3 minutos para hacer una última pregunta que ha llegado por el chat, y es la relación que hay entre vuestra biblioteca y las bibliotecas, o servicio documental en general, y las bibliotecas de los museos
de Picasso en España. Solo tenemos 3 minutos, lo siento. ¿Se me oye? Oui, ahora? c'est ce que... Sí, es la relación entre el centro documental vuestro y las bibliotecas de los museos Picasso en España. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, on a des relations entre bibliothécaires pour les échanges de publication des musées. Le centre d'études en tant que tel n'est pas encore ouvert et du coup, je pense qu'on gardera déjà cette relation entre bibliothèques et pourquoi pas créer de nouveaux partenariats. Ça reste à définir, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sí, muchísimas gracias. Bueno, era una pregunta online, o sea que espero que sí, gracias. Y si no, os escribimos y os preguntamos, no os preocupéis. Gracias. Vale. No sé si va a haber alguna otra pregunta del último minuto. Yo creo que no, ¿verdad, Carmen? Vale, pues nada, agradeceros a las dos, Charlotte y Audrey, vuestra participación, vuestras palabras, vuestra exposición, vuestra presentación y nada, os invitamos a que continuéis en las jornadas el tiempo que podáis, porque estáis en pleno trabajo, lo sabemos. Agradecer también todas las preguntas que se os han vertido, que siempre es de agradecer que haya un feedback dentro del aforo, que no estéis ahí, porque no es lo mismo estar aquí en presencial que estar online. La situación, el escenario es completamente distinto y se agradecen esas preguntas y esa participación por parte de todos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación y seguiremos en contacto con vosotras y con la biblioteca que regentáis. Muchas gracias. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons de bonnes journées de bibliothèque.